Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Première vidéo sur ces championnats d'Europe 2024. On va revenir sur les différents contre-la-montre, que ce soit les contre-la-montre par équipe ou les contre-la-montre individuels dans les différentes catégories. On va revenir sur les différents classements, sur ce qui s'est passé. J'ai regardé toutes les courses, sauf la course espoir féminine parce que elle tombait pendant l'heure de midi. Donc voilà, j'étais en train de manger pendant que cette course s'est déroulée. Mais j'ai vu toutes les autres courses voilà, de ces championnats d'Europe. Et c'était pas facile pour les voir. Et c'était très mal filmé. J'en ai vu des contre-la-montre mal filmés. Mais là, on atteint quand même le haut du gratin avec ces championnats d'Europe. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire eh bien, qui vous a plu, qui vous a déçu sur ces contre-la-montre. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks pour me soutenir également. Vous pouvez cliquer rapidement sur les notifications, sur les miniatures des vidéos. Alors certains me posent la question pour savoir comment activer la cloche. Pour activer la cloche, c'est très simple. Alors là, je ne peux pas vous le montrer à l'écran, parce que sinon ça va l'activer sur une chaîne. Mais il suffit d'appuyer longuement sur s'abonner. Enfin, il suffit d'appuyer sur s'abonner et ensuite vous avez une petite flèche en bas. Après, vous êtes avoir cliqué sur abonner et vous avez personnalisé au niveau des notifications aucune ou ceux des abonnés. Voilà. Donc vous pouvez avoir de cette manière-là les notifications. Et je crois que même quand vous êtes sous une vidéo, vous avez encore plus d'informations. Je crois, si je fais le test là avec une chaîne, je crois que ça va marcher. Hop! Si j'appuie, voilà, sous les vidéos, vous avez toutes les notifications personnalisées, aucune et ceux des abonnés. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez avoir les notifications sur la cloche. Et ensuite, c'est tout en haut, à côté du logo de votre compte Gmail, associé à votre compte YouTube, que vous avez une petite cloche avec les notifications qui vous donne les informations. Et si vous mettez toutes les notifications, je crois que ça vous envoie même des mails. Mais je ne l'ai jamais fait pour une chaîne, donc je ne peux pas vous dire, parce que sur la seule chaîne de YouTube, voilà, j'ai notification, moi j'ai tout en personnalisé. Mais en personnalisé classique, mais pas en plus. Voilà. Bon, on regarde tout de suite. Première information déjà, sur ces contre-la-montre, il n'y avait pas l'équipe de France. C'est-à-dire que l'équipe de France, par exemple, n'a pas défendu son titre de l'épreuve par équipe. Raison officielle, budget. Ça a été la raison invoquée par la Fédération française. On a mis le budget pour les championnats d'Europe, ce qui fait qu'on n'avait plus le budget pour ces championnats d'Europe. Alors je trouve quand même que ça fait mauvais genre quand on sait que c'est nous qui allons organiser ces championnats d'Europe l'année prochaine. Donc là déjà, je trouve que c'est pas fantastique auprès des organisateurs et de nos amis belges. Et je trouve que c'est un vrai problème pour les jeunes catégories. Parce que autant, bon, pour les élites, que ce soit chez les filles et chez les garçons, on a des concurrents qui ont fait les championnats plusieurs années d'affilée. Bon, qu'on ne veuille pas emmener de monde, ok, d'accord. Mais je trouve que dans les catégories jeunes, ça permet d'expérimenter, de se tester, de se montrer. Et je trouve que ça aurait été pas mal. Même si par exemple on peut pas avoir les juniors, les meilleurs juniors français, bah pas de problème, on met des juniors première année. Mais pour leur faire de l'expérience pour la suite, parce que ça peut manquer sur des championnats du monde qui auront lieu dans 2 semaines. Alors le problème aussi de ces championnats d'Europe, bon, on nous dit c'est une question d'argent. Si c'était véritablement une question d'argent, on aurait privilégié les contre-la-montre par rapport à la course en ligne, parce que les courses en ligne c'est 3 jours, le contre-la-montre c'est 2. Voilà. Ça aurait peut-être fait gagner plus d'argent. Je crois très clairement, il faut quand même raisonnablement dire qu'en France, le contre-la-montre n'a jamais été une spécialité de notre pays. Et je crois que c'est plus cette raison-là. Et puis le fait qu'on pouvait difficilement avoir nos meilleurs concurrents élites, notamment chez les garçons. Parce qu'il y a la Volta qui venait de se finir. Vous avez les classiques canadiennes aussi, des courses en Italie, des courses en Turquie. Notamment du côté de la Total Energy. Donc ça fait beaucoup de fronts différents et c'est difficile de s'en sortir. Et puis du côté des concurrents espoirs, il y a eu le Tour de l'Avenir.
Donc peut-être un petit peu de fatigue. Après, on peut quand même se poser la question de l'intérêt de ces championnats d'Europe si on n'arrive pas à attirer les meilleurs concurrents, notamment du côté du contre-la-montre. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu ne pas faire des championnats d'Europe lors des années olympiques pour dégager un petit peu le calendrier dans ce genre de situation? Alors l'année prochaine, on aura le même problème avec ces championnats d'Europe. Parce qu'il faut savoir que le parcours des championnats du monde et des championnats d'Europe sont deux parcours vallonnés. Le parcours des championnats du monde étant encore plus dur que celui des championnats d'Europe. Mais c'est quand même deux parcours avec des bosses qui conviennent à peu près au même type de coureurs. Et le souci, c'est que ceux qui seront au Rwanda pourront difficilement faire les championnats en France parce qu'il y aura un petit peu de décalage horaire, je pense. Il y aura surtout un décalage de température entre le Rwanda et l'Ardèche au mois d'octobre. Donc je ne sais pas comment on fera aussi l'année prochaine au niveau des sélections. Il y a peut-être aussi des équipes qui feront l'impasse sur ces championnats d'Europe. Donc ça serait bien de réfléchir à comment régler le problème. On regarde le premier résultat d'épreuve. On va commencer par les épreuves par équipe. Et donc la première épreuve, c'était l'épreuve par équipe dont on va parler. C'est l'épreuve du jour, enfin une des deux épreuves du jour. L'épreuve par équipe mixte en catégorie élite. Seulement 6 équipes au départ. Et très clairement seulement 4 qui pouvaient se battre pour le podium. Car vous voyez bien que la Bulgarie et l'Ukraine ont fini extrêmement loin. Avec une équipe de Bulgarie, donc, qui n'avait pas véritablement de nom connu au départ. C'était pas beaucoup mieux du côté de l'Ukraine. Et même la Pologne, parce que quand on regarde par exemple la Pologne, ni Neviadoma ni Martalar chez les filles ne sont venus. Par exemple, et même chez les garçons, Matej Bodnar, par exemple, qui était encore cycliste l'année dernière, aurait presque pu venir. Vu les gens qu'on a embarqués, il y avait quand même Maseyuk, mais c'est vrai qu'on n'était pas sur l'équipe A du côté de la Pologne, loin de là, qui finit fort sur son contre-la-montre féminin. J'étais assez surpris. Elles ont fini très fort, mais elles n'ont pas réussi à rattraper la Belgique, qui prend donc la 3e place. Là aussi, pas forcément de grand nom, alors qu'on est à domicile. Pas de Kopecky, pas Clara, mais pas de Kopecky, pas de Lotte Kopecky. On est venu avec Marion Norbert-Ribérol qui vient du cyclocross et qui se concentre quand même énormément sur le cyclocross. Bon, on avait Alana Kastrick, on avait Jessie Van der Bulk. Peut-être même, mais c'était pas l'équipe A. Et chez les garçons, on avait Edward Tuns, Vercouilly et Noah Van den Branden, donc même pas Campenart non plus. Donc c'était pas l'équipe A. Par contre, du côté de l'équipe d'Allemagne et de l'équipe d'Italie, on avait mis les équipes numéro 1. Alors l'Italie qui a pris de l'avance tout de suite avec les garçons, Cataneo avec Mirko Maestri et Edoardo Affini, donc tout de suite on prend beaucoup d'avance, quasiment 1 minute 20 après le relais des garçons. Et sur l'Allemagne et les filles, sur la Belgique et les filles qui n'ont pas réussi à faire aussi bien. Pourtant on avait Guazzini et Cecchini avec Gaia Mazzetti qui a bien résisté. Gaia Mazzetti, je voulais voir même, elle est dans quelle équipe Gaia Mazzetti, parce que je me posais, c'est bien J Insurance, parce que je me disais elle avait un vélo Specialized. Pour moi c'était J Insurance. Mais pour tout vous dire, je ne connais pas vraiment cette fille qui était chez Top Girl face à Bortolo avant, qui était une bonne structure de 2e division. Pas forcément des grands résultats cette année pour Gaia Mazzetti, mais qui a extrêmement bien résisté dans le final, et ce qui fait qu'elles ont fini à 3. Mais du côté de l'Allemagne, ça roulait extrêmement vite. Du côté des filles, on avait mis quand même Kor, Lisa Klein et Mieke Kröger. Et ces 3 filles-là ont fait vraiment un super relais. Elles ont rattrapé beaucoup de leur retard, parce qu'il y avait... l'Italie avait une 20 d'avance à peu près sur la Belgique. L'Allemagne, elle était à une 40aine de secondes. Et vous voyez que l'Italie a vraiment perdu beaucoup de temps sur la dernière partie de course, notamment sur le dernier tour, où l'Italie n'a pas réussi à rivaliser avec l'Allemagne. Pourtant, l'Allemagne, elle n'était plus que 2 et pas 3. Mais ça a été un gros combat du côté de cette épreuve.
Du côté de l'épreuve junior, où il y avait également un relais mixte. Alors la Suisse finit extrêmement loin, derrière la Lituanie et l'Ukraine, qui ne se mêlaient pas véritablement ces trois nations-là pour la lutte pour le podium. Mais après, il y a eu une belle bagarre, notamment entre la Norvège, la Belgique, l'Italie et la Pologne. Mais c'est la Norvège qui s'en est le mieux sorti, avec Asbø, Doll ou encore Andreas Flaten. Du côté de la Belgique, on prend la 4e place, l'Italie 5e. Ce sont peut-être des concurrents qu'on retrouvera, notamment dans les épreuves individuelles du championnat du monde. Du côté des Pays-Bas, on a remporté la 1re place devant l'Allemagne dans cette épreuve junior. On n'avait pas forcément pris les concurrents qui avaient participé, enfin tous n'avaient pas participé à l'épreuve individuelle, loin de là. Et je pense notamment à Knaven, la néerlandaise, qui n'a pas participé à ces épreuves-là du côté des juniors dames, en sachant que c'est vrai que la fille de Sergei Knaven qui a eu une mauvaise nouvelle du côté de son épreuve individuelle, on y reviendra. Et puis l'Allemagne qui prend la 2e place également sur cette épreuve junior, donc belle densité du côté de l'Allemagne. Voilà, sur cette épreuve. Pas grand chose à dire, c'est vrai que là on voyait que dans les équipes on avait fait pas mal de turnover du côté de ces nations, par rapport aux concurrents qui avaient participé à l'épreuve individuelle. On passe à la catégorie junior, c'est ça, junior fille. Alors des concurrentes qu'on finit loin, parce que c'est vrai que se prendre quand même 5 minutes dans la vue sur 13 km. Je rappelle, les filles étaient les seules à ne pas faire, les filles juniors à ne pas faire le parcours de 31 km, mais à faire un parcours de 13 km. C'est vrai que ça fait un petit peu mal. Et si on remonte un petit peu du côté du classement, vous voyez un petit peu les temps des différentes concurrentes, et bien belle victoire de Paola Ostiz, et je disais, face à Fik Naven, la fille de Serveille, Paola Ostiz, qui est partie très tôt. Les conditions étaient assez similaires pour toutes les concurrentes, mais elle fait partie plutôt des concurrentes qui sont parties en première moitié de tableau. Donc plutôt, je crois qu'elle est partie vers 9h20, un truc comme ça. Paola aussi, puisque à ce moment-là, j'ai essayé de trouver un lien international pour pouvoir regarder cette épreuve. C'était un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à le trouver. Et donc Paola Ostiz qui s'impose face à Fik Naven. Knaven qui était plutôt bien en place, mais voilà. Ça joue à pas grand chose, des belles cadences, quand même des belles moyennes, 44,6, 44,5, mais encore une fois seulement sur 13 petits kilomètres de course, toujours ce décalage, notamment chez les juniors, entre les courses des filles et les courses des garçons, au niveau du kilométrage, c'est quand même assez effarant, je trouve. Il y avait une Suissesse qui était attendue, c'était Liner, qui prend seulement la 16e place, De Laurentiis également, seulement 15e, et puis nos amis belges qui prennent la 10e et la 26e place pour Vliminck, la deuxième belge, dans une catégorie. On voit que pour la victoire, ça a été serré, et ça a été serré également pour le top 5. On voit qu'il y a à peine 20 secondes entre la 5e et la 10e de ce classement, donc tout le monde se tenait en pas grand chose, voilà, du côté de ce parcours qui avait le même lieu de départ. Mais voilà, on arrivait à Hasselt, du côté de ces 13 km 300 du côté des filles. C'était donc le même parcours que les filles du côté du relais mixte. Voilà, on était sur ce parcours qui arrivait à Hasselt. On poursuit avec les garçons qui, eux, avaient un parcours classique. C'était le même parcours à partir des garçons. Avec donc l'abandon de Talieu et du Roumain Campéen qui avait déjà eu du mal à partir, problème de chaîne au départ pour le Roumain. Donc vous voyez pas mal de concurrents des petites nations qui ont fini assez loin. Et si on remonte donc parmi les meilleurs, eh bien la belle victoire de Michel Mouris devant Jasper Schupps et Paul Fitzke. Il y a eu un gros combat entre Schupps et Mouris, mais à l'avantage quand même de Mouris sur la dernière partie de course par rapport à Schupps. Fitzke
lui a bien bagarré, hein, parce que vous voyez que pour le podium, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Hein. Il y avait un beau peloton avec Sumpy, Kings et Van Kerkhove, mais il a réussi à bien s'en sortir sur la fin, à bien tenir la cadence du côté de cette épreuve. Je ne sais plus si c'est dans cette catégorie-là où j'ai vu qu'il y avait Bittner, où c'était chez les Espoirs, où il y avait le frère de Pavel Bittner qui était au départ, parce que c'est vrai que les Irlandais, notamment, n'étaient pas présents non plus hein, sur ces championnats d'Europe, sur ces chronos. Je ne sais pas s'ils seront présents sur la course en ligne. Et les Tchèques, par exemple, n'ont, je crois, emmené personne pour la course élite chez les garçons. Alors là, on passe à la course Espoir chez les dames. Avec, vous voyez, donc une course que là je n'ai pas vue, hein, encore une fois, la Roumaine qui a fini extrêmement loin comme la concurrente. Ah si, j'ai vu la concurrente d'Azerbaïdjan, elle a failli se péter la gueule sur la rampe de départ, parce que ça patinait beaucoup sur la rampe de départ. Sinon après, victoire de Hato Salo, qui était avec Niedermayer, c'était les deux noms les plus connus, je dirais, les plus impressionnants du côté de cette catégorie espoir. Donc c'est vrai qu'Hato Salo, qu'on a vu sur le Tour de France féminin, où elle avait remporté une belle victoire, et puis Antonia Niedermayer, l'allemande, qui a aussi un petit palmarès hein, chez les jeunes, notamment du côté de l'Ardèche. Niedermayer qui est à la Canyon SRAM, qui n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Qui a fait 6e du Tour d'Italie féminin, par exemple, et 15e du Tour de Romandie. Ça, c'est toujours le problème des catégories espoirs. Alors, elle encore, elle a 21 ans. Hein. C'est vrai que chez les filles, on voit qu'à 20 ans, 21 ans, on commence maintenant à avoir de plus en plus de filles à avoir des résultats. Mais c'est vrai que chez les garçons, on peut voir le résultat. Bon, chez les garçons, avec des concurrents qu'on finit loin, également pour les petites nations. Voilà, et Jan Bittner, le frère de Pavel, qui a fini loin aussi. Mais on avait à l'avant Alex Segart qui a dominé ce contre-la-montre. Alors c'est vrai que c'est aussi le problème d'un parcours de ce type-là, c'est que vous voyez le contre-la-montre durait 31 km, mais tout plat. Seulement en termes de dénivelé positif, je crois que c'était 100 mètres, voilà, 94 mètres de dénivelé positif. Donc c'est vrai que Segart, il a dominé vraiment tout le parcours, c'est-à-dire qu'il n'a jamais véritablement été inquiété par Soderquist, le jeune coureur de la Lidl Trek Future. Et puis Wessel Maurice, le frère de Michel Maurice des juniors, eh bien lui a pris la troisième place, ce coureur du côté de Metec, qui sera également au championnat du monde. Et qui avait fait une belle course, notamment champion des Pays-Bas espoir et 5e du ZLM Tour, qui est une course d'un bon petit niveau, course de la paix également. Il a remporté la dernière étape sur cette épreuve, présent également sur la Volta NXT classique, un tout début de saison, et donc le frère de Michel Maurice et le neveu de Jans Maurice. Voilà, pour ce coureur, vainqueur de Ashborn Frankfurt dans la catégorie U23, et qui donc fait partie de l'équipe Metec depuis le début de l'année. Et donc qui a pris une belle 3e place. On retrouve ensuite Robin en Reims, mais vous voyez déjà un petit peu plus loin, hein, le 2e belge, Fabian Weiss aussi à 1,18, et puis Mikoutis. Ce que vous voyez aussi, c'est que les Italiens n'ont pas forcément eu de grands résultats sur ces courses dans les différentes catégories. Hein. C'est vrai que les Italiens chez les espoirs ou chez les juniors n'ont pas été hyper performants. Et puis vous voyez également Fabio Kristen, qui prend la 11e place, et Markel Bellocchi, 12e, le coureur de l'AEF, et Fabio Kristen, le coureur de la Q36. Voilà, qu'on finit un petit peu plus loin du côté de cette course, hein, le frère de Fabio Kristen. Jan Kristen de la UAE. Voilà, c'est pour ça que je vérifiais, parce que et Fabian Weiss, c'est de la famille de... Non, c'est pas la même famille. C'était Danilo Weiss, ça s'écrivait pas pareil. C'était pas la même écriture. Et les Norvégiens aussi, qui ont fini assez loin, alors qu'on sait que la Norvège aussi, dans ces catégories-là, a mis beaucoup d'argent pour être performant. Et puis on termine avec les catégories élites. La première, ce sont les filles.
Elle n'était que 27 au départ. Là aussi, vous voyez, hein, les dernières concurrentes ont fini loin. Même une Mireia Benito prend quand même 3 minutes 41 dans la tête et la victoire de Lotte Kopecky. Démonstration, hein, comme Alex Segart, mais elle a mis encore plus d'écart par rapport à ses adversaires. Lotte Kopecky, la médaille a tiré sa médaille, le fils d'Ellen Van Dijk qui était sur le podium. Le fils d'Ellen Van Dijk qui regardait avec admiration la médaille de Lotte Kopecky et qui l'a même eu entre les mains, parce que c'est un bébé, hein, il doit avoir, je sais pas, un an et demi peut-être, 18 mois, quelque chose comme ça, l'enfant d'Ellen Van Dijk. Et donc voilà, qui était avec sa mère sur le podium, qui prend donc la belle deuxième place, un gros palmarès Ellen Van Dijk, devant Schweinberger, qui a bien fini. Schweinberger, elle aime bien les contre-la-montre longs, on l'avait vu déjà au championnat du monde, où elle avait pris aussi une troisième place, c'était l'année dernière du côté de Glasgow, c'était aussi une trentaine de kilomètres, donc elle avait réussi à sortir son épingle du jeu. Rejane Marcus, Guazzini qui font 4 et 5. Petite déception pour moi du côté de Guazzini. Mais vous voyez que pour le podium, ça ne s'est pas joué à grand chose. Et puis Catherine Alroud, Kruger, Eugenia du Jacques du côté de la Slovénie. Et puis Körner et Kiesenhofer, l'autre Autrichienne, qui prend la 10e place du côté de cette épreuve. On peut noter que les Suissesses, il leur a manqué leur tête d'affiche du côté de la Suisse. En contre-la-montre. C'est vrai que Hartmann et Noémie Rugg ont eu un petit peu du mal. C'est pas ni Elie Chabet, ni du côté de la Suisse, je vais pas l'avoir. Je vais pas avoir son nom, bien entendu. Du côté de Suisse féminine, ça va pas me le marquer en plus parce que j'ai pas. Voilà, ça m'a mis pas le bon truc. Mais j'ai oublié. Marlène Reusser, voilà. C'est vrai que voilà, on était loin du niveau de Marlène Reusser, mais qui est blessée en ce moment, Marlène Reusser, depuis le Tour de Burgos, elle n'a pas couru. Voilà, elle est souffrante, voilà. Marlène Reusser, là, j'ai même pas plus d'informations sur Marlène Reusser. On a des informations supplémentaires sur d'un syndrome post-infectieux. Voilà, on a peu d'informations. Ça fait partie des problèmes importants, ça, hein, et assez compliqué, assez compliqué à régler. Un nez quasiment blanche pour Marlène Reusser, parce que blessée donc sur le Tour des Flandres, blessée assez longtemps et qui a au final assez peu couru, seulement 22 jours de course dans les pas, disqualifiée à Gand en plus. Donc ouais, pas des résultats exceptionnels pour elle du côté de la Suissesse. Voilà, une année compliquée et c'est pas de chance parce que c'est l'année de renouvellement de contrat du côté de la SD Works. Donc ça, c'est vraiment pas l'idéal. Et puis on finit avec les garçons. Du côté des garçons, eh bien, vous voyez, il n'était que 29 au départ et ça s'est moyennement passé pour Victor Vercouilly. Et le titre pour Eduardo Affini, qui a fait une dernière portion de course entre le deuxième intermédiaire et le dernier intermédiaire. C'est lui qui a été véritablement le plus rapide. Il colle, il fait une démonstration par rapport à Kung. Alors certains diront oui, Kung s'est pris un peu un orage, sauf que les conditions climatiques d'Affini n'étaient pas non plus exceptionnelles. Et on voit que sur la dernière partie de course, il a réussi à faire ce chrono avec plus de fraîcheur que Kung. Kung qui pour moi s'est effondré dans la dernière partie. Peut-être le contre-coup de sa victoire du côté de la dernière étape de la Vuelta. Troisième, Cataneo, ça a été un beau combat par rapport à Dan Houle, le néerlandais. Mais voilà, Cataneo qui confirme sa bonne condition physique de la Vuelta. Lui qui n'avait pas pu jouer la victoire lors de l'étape du dernier jeudi sur la Vuelta, eh bien, qui aura quand même une troisième place du côté des championnats d'Italie. Arensman, 5e. Qui revenait après une Vuelta qui a été extrêmement compliquée. Il a dit qu'il a eu la Covid, qu'il a été extrêmement malade avec la Covid, qu'il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Donc là, il essaie de remettre un pied devant l'autre. Il y a quand même un écart pour un Rensman par rapport à un Cataneo. Il est capable de faire mieux sur les chronos, mais encore une fois, une période qui a été compliquée. Et puis Campenart, Polist, Asgreen et Varechkol. Petite déception du côté de Varechkol. Parce que sur un parcours comme ça, aussi rectiligne, sa puissance aurait pu aurait pu faire des gros dégâts. Peut-être un petit peu fatigué, parce que c'est un coureur qui avait eu des résultats importants en début de saison.
Berg, oui, une 14. C'est loin aussi pour Michael Berg, on l'a vu un petit peu plus fringant sur des contre-la-montre. Bissegger, bon, c'est compliqué depuis quelques temps. Bissegger, parce que c'est vrai que l'écart par rapport à Raúl Garcia Pierna est quand même assez léger. Mais Berg, je m'attendais aussi un petit peu mieux de Michael Berg, parce qu'il est quand même derrière un Max Walscheid, ce qui n'est pas fantastique, et puis même derrière Asgreen, alors que pour moi il est devant Asgreen en termes de niveau normalement. Donc petite déception de ce côté-là. Eh bien on a fait le tour des différents résultats de ces contre-la-montre sur ces championnats d'Europe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.